Nous sommes en guerre. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Allez, le résistant de cette soirée début 2026, Nicolas Mirkovic. Bonjour, bonne année Nicolas. On n'avait pas prévu de se voir dès ce lundi soir. Eh bien, l'actualité 2026, ça commence très fort. Hein. On va être sur un grand cru, à mon avis. Alors, c'est clair. Bonsoir Alexis. Bonne année, plein de belles choses à toi et bonne année à tous ceux qui nous regardent. Oui, c'est clair, on n'avait pas pensé commencer tout de suite sur ce sujet dès le début de l'année. Pour autant, on en avait bien parlé il y a quelques mois dans une émission de Divergence politique où on avait très clairement expliqué pourquoi est-ce que Trump et son administration s'intéressent autant au Venezuela. Et là, malheureusement, les choses se sont emballées et puis les affaires de ce week-end étaient complètement rocambolesques avec une mission de commando complètement inédite, une ligne rouge très clairement franchie. On va en parler ce soir parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave qui n'est pas anecdotique et qui laisse présager malheureusement un futur terne, un futur tendu au niveau des relations internationales et au niveau mondial. Absolument. L'idée n'est pas de dire que Maduro c'est bien et c'est la panacée, pas du tout. C'est de dire que effectivement les lignes rouges dont tu parles, Nicolas, qui ont été franchies au niveau international, font que c'est le titre de cette émission. On est dans le retour du Far West. On est désormais visiblement dans l'âge où celui qui aura la plus grande armée, le plus grand pistolet, pourra faire ce qu'il veut de son voisin, quel qu'il soit. Et on le voit d'ailleurs, puisque Trump, on va en reparler dans cette émission. On va parler d'abord effectivement de revenir un petit peu sur ce fameux samedi incroyable que l'on a vécu. On va parler aussi, vous le voyez, Cuba, Colombie, Groenland, qui est le prochain. C'est vraiment l'interrogation aujourd'hui qui fait peur, même en Europe. On voit ce lundi soir, beaucoup de réactions. Emmanuel Macron a changé sa communication. On voit qu'il y a une prise de parole aussi qui était assez surprenante, alors qu'ils sont très amis du président Orban, Vladimir Poutine aussi n'a pas mâché ses mots, et les Chinois également. On va reparler un petit peu de tout ça. Et puis, on parlera dans cette troisième partie d'émission, on parlera côté américain. Comment c'est perçu côté américain dans le camp de Trump, parce que du côté des démocrates et du côté des républicains, on voit quand même des oppositions qui s'opèrent, et dans la population, on n'a pas l'impression que quand même tous les Américains comprennent exactement là où on va. Mais avant ça, on a une exclue mondiale, Nicolas. On a le message officiel du nouveau président du désormais 51e État des États-Unis d'Amérique. Alors, on va le mettre tout de suite en avant-première sur Divergence politique. Yo soy su nuevo presidente, el señor Donald J. Trump. Your ex-presidente, el señor Maduro, is no longer your presidente. He kept talking shit, and fucking around, and he ultimately found out, Anyway, we're going to make Venezuela grande again. Mucho grande. El bigger y el better than ever before. We're going to drill, baby drill. We're going to have a big, beautiful fiesta, all the tacos you want. Mucho mariachi, sexy mamacitas, and delicious margaritas. And President Trump is going to be el DJ, okay? Muchas gracias, muchachos. Y let's make el Venezuela grande again. Arriba el Venezuela, amigos. Make Venezuela great again. Alors, c'est une blague, bien entendu, mais le message aurait pu être du Trump, finalement. On en rigole, on en plaisante, mais ça aurait pu être un vrai message de Donald Trump, tellement c'est fou ce qui est en train de se passer. Très clairement, Donald Trump, on sait qu'il parle comme il pense. Dès qu'il a une idée, il exprime, quitte à se dédire quelques heures ou quelques jours après. Et il aurait tout à fait été capable de dire que ce qui vient de se passer au Venezuela, d'ailleurs, il a dit, il faut regarder ce qu'il a dit à la presse, c'est très bien ce qui s'est passé, les États-Unis sont grands, sont forts, vont sauver les Vénézuéliens, ils viennent de mener une action irréprochable. Bon, on parle de 80 morts, je ne sais pas quelle est la comptabilité exacte, donc ça ne s'est pas passé sans effusion de sang, et on parle de civils qui ont été tués. Puis d'ailleurs, on oublie le fait principal pour lequel l'administration américaine a du mal à se justifier aujourd'hui, c'est au nom de quoi est-ce que Washington a très clairement enfreint le droit international. Ce que Washington veut faire est illégal. Alors évidemment, ne soyons pas naïfs, c'est pas la première fois que les États-Unis font ça en Amérique latine. Depuis que les Américains existent que les États-Unis ont été créés à la fin du XVIIIe siècle, ils n'ont cessé
s'immiscer, de s'ingérer dans les affaires d'Amérique latine. D'abord pour chasser les Espagnols, puis ils ont fait en sorte que les Français et les Russes vendent leur territoire, donc ça plus au nord, et on ne parle pas des nombres de guerres ou de guerres civiles que les Américains ont financées, encouragées, poussées, que ce soit au Nicaragua, El Salvador, que ce soit au Chili avec l'opposition à Allende, l'aide à Pinochet. Les Américains ont cessé d'estimer que l'Amérique latine, l'Amérique du Sud était une chasse gardée, leur propre jardin. D'ailleurs, c'est ce que dit le président Monroe dans la fameuse la doctrine de Monroe, c'est que Monroe dit, c'est même pas une loi, hein, juste il dit à un moment que l'Amérique latine fait partie de la zone des États-Unis et que les Américains verraient d'un très mauvais œil toute ingérence d'un pays européen. Donc, c'est un avertissement qui est envoyé en 1823 aux nations européennes où les Américains disent déjà, ça c'est à nous. Et puis on a vu que les Américains du Sud voulaient déjà leur propre indépendance, ne le voyaient pas de cet œil-là. Et l'histoire entre l'Amérique du Sud et les États-Unis est une succession de révoltes, de guerres civiles qui ont coûté de la vie à des millions de personnes sur l'ensemble du continent, parce que les Américains ne laissent pas les pays d'Amérique latine vivre en paix, sauf si ces pays ont des gouvernements qui sont alignés sur les États-Unis. C'est ce qu'on a vu typiquement quand il y a un exemple que je cite souvent, je pense que c'est l'élection, l'arrivée au pouvoir d'Arbenz en El Salvador, et où lui, très, très clairement, il dit qu'il veut juste rendre aux habitants de son pays leur terre. Et ça, c'était pas quelque chose qui était incroyable pour cette époque-là. Là, n'oublions pas. Pardon, je dis El Salvador. Je parle du Guatemala. Il dit qu'il veut rendre la terre aux habitants du Guatemala parce qu'à cette époque-là, la grande part des propriétaires terriens sont des entreprises américaines qui l'exploitent et l'économie est dirigée par des Américains. Et Arbenz dit au Guatemala, il est élu complètement de manière complètement démocratique. Il est soutenu par un petit parti communiste. Lui-même n'est pas communiste, il est nationaliste, mais il veut rendre le Guatemala aux habitants du Guatemala, tout simplement. Et les Américains ont mené une campagne où ils ont traité tous les noms, ils ont dit que c'était un communiste, ils ont essayé de prouver qu'il était communiste, ils ont mené une opération militaire, ils l'ont chassé, et puis il y a eu une guerre civile qui était assez terrible et qui a détruit le Guatemala. Voilà le type de relations que les États-Unis entretiennent avec des pays qui ne sont pas alignés sur les États-Unis. Si je peux juste rappeler un peu l'histoire du Venezuela, le Venezuela, donc, où on a découvert des énormes gisements de pétrole, a été très, très généreux avec les multinationales américaines du pétrole au début du XXe siècle. Et ce sont des multinationales américaines qui ont fait main basse sur l'exploitation du pétrole au Venezuela. Le peuple vénézuélien n'en a pas du tout profité. Certains en ont profité, mais la majorité non. Mais il y avait des richesses incroyables qui étaient extraites de la terre des Vénézuéliens et qui étaient directement mises dans les bourses des multinationales américaines. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu ces mouvements de rébellion, ces mouvements de la révolution bolivarienne? C'est parce que les habitants du Venezuela voulaient garder leur richesse et l'exploiter eux-mêmes. C'est leur droit, c'est leur terre. C'est exactement ce qui s'est passé avec Mossadegh en Iran. Mohamed Mossadegh, n'oublions pas qu'il prend le pouvoir pour dire dans les années 1950, pour pouvoir rendre, entre autres, la terre des Iraniens aux Iraniens, parce que l'exploitation du pétrole était aux mains essentiellement des Britanniques et de quelques Américains. Mais ça, Washington ne le voit jamais de cet œil-là. Donc, dès qu'un pays commence à ne pas être aligné sur sa politique, surtout s'il est en Amérique latine, eh bien, il mène une politique d'ingérence. La grande nouveauté, c'est qu'avant, il le faisait par les agences de renseignement, il le faisait de manière clandestine. Ils juraient leur grand Dieu qu'ils n'y étaient pour rien et on savait qu'ils étaient derrière, soit parce que du coup, on avait décrypté le manuel diplomatique ou en tout cas géopolitique des États-Unis, soit parce que les États-Unis ont un avantage, c'est qu'on a accès à un certain nombre d'informations administratives au bout de quelques générations. Là, ce qui est nouveau, c'est que c'est le président des États-Unis qui lui-même se vante d'avoir kidnappé le président d'une nation souveraine et de prendre le contrôle du pays. Puisque maintenant, les États-Unis disent que, voilà, je pense que c'est Pete Hegseth, le secrétaire de la guerre, hein, n'oublions pas, ça déjà, ça a été annoncé, le secrétaire de la défense s'appelle maintenant le secrétaire de la guerre. Eh bien, lui va gérer ça en attendant de voir quel type de politique de transition ils peuvent mettre en place.
Ou Rubio, et en même temps, ça fait beaucoup de bruit ce soir parce que la vice-présidente qui est désormais la présidente en activité au Venezuela a dit qu'elle ne souhaitait pas, je dirais, collaborer pacifiquement avec les États-Unis d'Amérique. On a vu le ministre de la Défense qui a fait un message samedi vénézuélien et qui a refait un message aujourd'hui. On sait qu'il y a beaucoup de répression aujourd'hui dans les rues de Caracas et dans les rues du pays. Il a mis ce soir les stations offshore de pétrole en mode alerte guerre, ou je ne sais plus quel est le terme exact. Donc, visiblement, ils n'ont pas l'intention de cesser aller. Et Donald Trump a menacé. Il a dit, notamment parlant de donc, la vice-présidente, j'ai oublié son nom. Delcy Rodriguez. Merci Rodriguez. Il lui a dit, ce sera bien pire que Maduro. Donc, bien pire que Maduro. On voit les images à l'écran. C'est-à-dire bien pire, c'est quoi? C'est la mise à mort immédiatement avec des roquettes. Enfin, on voit quand même qu'il y a une ébullition qui est en train de se créer dans les pays voisins également, et qu'il y a beaucoup de tensions là qui sont sur l'Amérique latine, l'Amérique du Sud. Le président brésilien a pris la parole, Nicolas Mirkovic. Le président colombien a eu des échanges houleux avec Donald Trump par message, par Twitter interposé. Le Cuba est visiblement dans l'œil du cyclone. Qu'est-ce qu'on peut dire sur, au-delà du Venezuela, qui est le prochain sur la liste? Évidemment, à partir du moment où, alors même pareil, si ce n'est pas la première fois, mais où ouvertement un président des États-Unis, qui est quand même la plus grande puissance militaire mondiale aujourd'hui, une des plus grandes, avec entre les États-Unis et la Chine, une des plus grandes puissances économiques mondiales, qui a l'habitude de mener ce type d'opération, à partir du moment où ouvertement elle peut aller kidnapper le président d'un pays qu'elle convoite, où est la ligne rouge? Qui sera le prochain? Évidemment, tout le monde doit se poser cette question-là. Et le fait que les médias américains, ostensiblement, montrent le visage de Maduro, en tout cas Maduro enchaîné, Maduro en sandales, Maduro qui va vers la prison, c'est un message que Washington envoie au monde entier. Voilà ce qui se passe si vous ne m'obéissez pas. Mais c'est pas nouveau, c'est-à-dire cette tactique n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est que c'est fait ouvertement. Avant, c'était fait de manière clandestine. On ne le voyait pas, on le savait. Ceux qui suivaient la politique des États-Unis, ceux qui comprenaient les enjeux politiques, géopolitiques, stratégiques, comprenaient ce qu'ils faisaient les médias dominants en disant regardez, il y a eu un coup d'État où tel dictateur a disparu, ou il est tombé de sa fenêtre, ou quelque chose comme ça. Mais maintenant, les Américains ne s'en cachent même plus. Ils disent voilà, nous, Donald Trump part du pétrole. Il ne parle même pas de la démocratie, c'est secondaire. Il a dit on va faire le bonheur des Vénézuéliens, mais ce qui intéresse Donald Trump, c'est les réserves qui sont les réserves les plus importantes de pétrole au monde et qui sont sous le sous-sol des Vénézuéliens. Et aujourd'hui, les Américains sont allés séquestrer un président et ils disent ouvertement qu'ils vont gérer un autre pays, qu'ils vont gérer le Venezuela. Donc n'importe quelle autre région peut être la cible. On sait très bien que Donald Trump était à peine élu, qu'il avait tout de suite demandé l'annexion du Canada et du Groenland. Et personne ne dit rien. Et ce qui est, je dis, ce serait drôle. Voilà, c'est exactement cette image-là où on a la femme de l'adjointe à la sécurité intérieure qui publie Miller, donc l'épouse de Stephen Miller, exactement. Exactement. C'est extrêmement grave. Ça va, Nicolas. Cette communication de Katie Miller, qui est dans la foulée des événements de ce week-end, elle va avec en fait des vidéos que Trump a lui-même diffusées sur son message The Truth Social, c'est le réseau social de Donald Trump, où il se moque ouvertement de Maduro, où il fait des montages vidéo avec les bombardements, avec Maduro qui dit venez me chercher, etc. Et où il dit oui, ça y est, c'est fait. Voilà, enfin, il y a une communication qui est complètement délirante. Et on voit là dans la vidéo qu'on diffuse qu'il y a une demande de la part du Danemark d'arrêter cette communication. Justement, est-ce que les Européens sont en train de prendre peur? Les Européens sont perdus. Ils sont perdus avec l'arrivée de Trump parce que l'élite aujourd'hui, la caste dominante, dirigeante, mais qui n'est aujourd'hui plus que dominante européenne, a été biberonnée à l'atlantisme. On a quasiment que des responsables politiques qui ont voulu toujours faire comme les Américains, qui rêvaient d'être Américains et qui ont été habitués à obéir au doigt à l'œil aux États-Unis.
Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans cette situation de toujours devoir obéir aux États-Unis. N'oublions pas que quand Trump impose des sanctions aux entreprises européennes, l'Union européenne n'a rien fait. Il n'y a pas eu de rétorsion. Quand Trump arrive en Europe et qu'il dit aux Européens, vous allez consommer pour 750 milliards de dollars d'hydrocarbures américains et que vous allez investir 600 milliards de dollars aux États-Unis, les Européens ne disent rien. Donc, ils sont perdus aujourd'hui parce qu'avant, les États-Unis le disaient discrètement, mais ils ne le disaient pas publiquement. Ils n'humiliaient pas les responsables politiques européens. Et depuis longtemps, ces dernières années, par exemple, si je prends un exemple qui est l'Ukraine, eh bien, les Européens ont suivi Joe Biden et la politique américaine pour faire la guerre à la Russie via l'Ukraine, pour organiser un coup d'État en Ukraine en disant que c'était horrible, c'était illégal, qu'on ne pouvait pas laisser la Russie envahir son voisin. Et là, maintenant, ces mêmes responsables politiques européens, qu'est-ce qu'ils vont dire il y avait eu un coup d'État monté par les Américains. Il y avait des bases de la CIA qui étaient sur la frontière de la Russie. On peut comprendre pourquoi la Russie n'avait pas envie d'avoir des bases de la CIA ni l'OTAN sur sa frontière. Le Venezuela n'a rien fait aux États-Unis. Le Venezuela n'a rien fait du tout. Maduro et son épouse sont accusés aujourd'hui de trafic de drogue. Je pense même qu'ils accusent Maduro de posséder une mitraillette ou de posséder des armes. C'est quand même le comble. Quand on voit que Donald Trump est un grand défenseur du deuxième amendement et du port d'armes, de se retrouver à inculper un président parce qu'il portait des armes, entre autres, et qu'on sait de toute manière que c'est le trafic d'armes, le trafic de drogue aux États-Unis vient en provenance d'abord du Mexique, et le problème est d'abord les Américains qui en consomment ou qui en fabriquent. Le fentanyl est fabriqué aux États-Unis. Donc, ce sont des faux prétextes. Tout ce qui intéresse Trump et les Américains, et l'État profond américain, en tout cas les multinationales, c'est le pétrole et ses gisements. Parce qu'à partir du moment, alors ça ne va pas se faire du jour au lendemain, hein, mais à partir du moment où les entreprises américaines vont contrôler ce pétrole, Washington va avoir un levier phénoménal sur le cours du pétrole mondial. Et ça, évidemment, ça va être vu d'un très mauvais œil par tous les pays producteurs de pétrole, donc maintenant qui vont être tributaires des décisions politiques américaines concernant les hydrocarbures. Ça va faire du mal aux pays qui importaient du pétrole du Venezuela, donc, dont des pays européens, dont la Chine, qui en importait beaucoup. Et ça, c'est un coup, on va dire, de maître politique et économique, mais c'est un coup tordu, un coup terrible, et c'est une infraction majeure au droit international, et on voit que ce droit tombe. L'ONU, que dit l'ONU? L'ONU condamne, l'ONU se dit préoccupé, mais qui va tordre le bras de Washington? C'est ça. Qui va faire quoi? Donc, quand vous avez la possibilité d'être complètement impuni, eh bien, où est la limite? Vous allez continuer. Vous savez, c'est le problème avec ce genre de mentalité. Quand vous pensez que vous êtes au-dessus de la loi, ben, vous devenez la loi, vous vous imposez la loi, et forcément, au bout d'un moment, quelqu'un va réagir. Un pays va réagir, et on va arriver à l'épreuve de force, ou locale ou internationale. C'est extrêmement grave ce qui vient de se passer. Alors justement, c'était pas notre ami hongrois qui a pris la parole aujourd'hui, c'est Fico. Alors c'est quand même un autre ami de Trump. Excusez-moi, j'ai fait une petite erreur, mais c'est Fico et qui a dit aujourd'hui. Alors je fais la traduction en français en temps réel. Aujourd'hui, les superpuissances font littéralement ce qu'elles veulent. Elles ont complètement éradiquer le concept du droit international de la face de la Terre. Je dois donner à Trump le crédit au moins pour une chose, il n'a pas justifié cette décision avec de faux prétextes de délivrer la démocratie ou de protéger les droits humains comme l'administration Biden l'aurait fait. Il l'a fait en parlant ouvertement du contrôle de l'oil, du pétrole vénézuélien et de l'entrée des compagnies américaines dans l'industrie pétrolière vénézuélienne. Au moins, les choses sont dites. Et je voudrais qu'on affiche pour une fois une prise de parole au Rassemblement national qui a été pertinente. Alors voilà, on va la mettre, comme il n'y en a pas tous les jours, on va se délecter un petit peu de celle-ci. On va l'afficher. C'est Marine Le Pen qui dit « Il existait 1000 raisons de condamner le régime de Nicolas Maduro, communiste, oligarchique et autoritaire, mais la souveraineté des États n'est jamais négociable, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur puissance, quel que soit leur continent, elle est inviolable et sacrée. » Bah voilà. Oui, c'est vrai.
au moins un message clair et au moins pragmatique. Est-ce que, alors c'est la troisième partie de cette émission, Nicolas, est-ce que, ceci dit, côté américain, comment on réagit? Alors, côté démocrate, ça on va pas en parler forcément. Quoique, côté démocrate, on entend beaucoup de gens qui ne soutiennent pas non plus Maduro, ça c'est bien entendu. Mais il n'y a pas une critique de Trump extrêmement acerbe. La critique la plus forte vient peut-être du camp même de Trump, des Republicans, et de certaines personnes au sein du courant MAGA qui disent « nous n'avons jamais voté pour ça ». Mais c'est évident. Trump s'est présenté comme le président de la paix. Il a dit on ne va pas faire ça, on ne va pas faire des guerres, on ne va pas gaspiller des milliards de dollars du contribuable américain pour aller faire des guerres à l'étranger, pour imposer la démocratie, pour imposer les droits de l'homme. On va arrêter de faire ça et on va se focaliser sur les États-Unis. C'est le thème même de sa campagne, on va dire d'idéologie Make America Great Again. On va rendre sa gloire aux États-Unis, on fait de nouveau des États-Unis un pays grand. Et là, depuis que Donald Trump a été élu, qu'il a pris ses fonctions, en janvier de l'année dernière, Donald Trump a déjà bombardé 7 pays illégalement, l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Yémen. Qu'est-ce que j'oublie là-dedans? Indirectement la Russie à travers la guerre en Ukraine, le Venezuela. Là, donc il le fait le contraire. Et ce n'est pas la première fois, et c'est pour ça qu'on en avait déjà parlé, Alexis. Il y a une habitude parmi les présidents américains de se faire élire sur des campagnes de paix et de faire la guerre. Ils professent la paix parce que les Américains sentaient bien que la situation était très très tendue avec la Russie. Ils ne voulaient pas aller en guerre avec la Russie et Trump a joué là-dessus. C'était pas la raison principale. Les Américains ont voté pour Trump avant tout pour le pouvoir d'achat, mais ils voulaient quand même un président qui était focalisé sur les intérêts des Américains. Mais Wilson a été élu en 1917, enfin en 1916, mais il a pris ses fonctions en 1917 sur une campagne de paix pour ne pas rentrer dans la Première Guerre mondiale. Il était à peine élu qu'il a fait entrer les États-Unis dans la guerre. On a comment s'appelle, Ford qui avait dit qu'il n'allait pas faire de guerre au Vietnam. Il a fait la guerre au Vietnam. On a eu de nombreux présidents américains qui ont dit qu'ils allaient faire la paix. Ils ont été élus sur ces programmes et une fois élus, ils changent. Là, la base de Trump est très remontée. Si on prend quelques-unes des personnes, alors maintenant qui sont pour la plupart en disgrâce avec Trump, parce que c'est pas la première fois qu'elles osent le ton, mais vous prenez Marjorie Taylor Greene, qui était une des grandes défenseuses du mouvement MAGA, un des symboles, qui a critiqué Thomas Massie, évidemment, qui est membre du Congrès américain, qui a dénoncé en disant qu'on ne veut pas de ces guerres. Rand Paul aussi, de nombreux libertariens ont critiqué ce que fait Donald Trump, parce que ce n'est pas la première fois. Déjà, de nombreuses voix, David Smith, Paul Rogan, s'était levé contre le bombardement illégal de l'Iran. Les Américains disent, mais on ne veut plus de ces guerres qui coûtent des milliards aux contribuables et qui donnent une mauvaise image des États-Unis. Il y aura forcément des représailles. Est-ce qu'elles seront militaires, physiques, est-ce qu'elles ne seraient qu'en termes d'image, contre les Américains qui ne veulent pas être associés à cette machine de guerre organisée à Washington, au Pentagone. Et aujourd'hui, ils se disent, mais pendant que vous êtes en train d'organiser ces guerres, quand est-ce que vous prenez le temps pour augmenter le pouvoir d'achat, pour faire en sorte que l'insécurité baisse, pour que les morts justement par le trafic de drogue et l'usage de drogue diminuent. Et c'est pas en séquestrant le président du Venezuela que Donald Trump va régler le problème énorme de consommation de drogue aux États-Unis. C'est pas comme ça qu'il va régler le problème des 40% d'Américains qui sont obèses. C'est pas comme ça qu'il va régler le problème des 100 millions, quasiment un tiers de la population américaine, 100 millions d'Américains qui vivent juste en dessous ou juste au-dessus de la ligne de pauvreté. Donc, et ça frustre les Américains. Évidemment, ça va retourner violemment une partie de la base de Donald Trump contre lui, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être trahi. Quand on a un opposant en face, quand on a un ennemi politique, voilà, on sait que c'est un opposant. Ah, Nicolas, on a une perte de son. Et quand vous avez élu quelqu'un, vous êtes battu pour cette personne en disant que cette personne allait défendre des valeurs qui étaient les vôtres et que vous l'avez défendu sur la place publique, devant les médias, auprès des membres de votre famille, de vos amis, et que vous vous rendez compte que la personne vous a trahi, vous passez pour le dindon de la farce, vous êtes ridiculisé, vous êtes humilié,
Et vous vous dites, j'ai gaspillé mon énergie pour quelqu'un qui m'a menti. Et il n'y a rien de pire que ça. Donc, on a bien vu que lors des dernières élections locales qu'il y a pu avoir aux États-Unis, les mouvements, les candidats républicains ne faisaient pas tous de très bons résultats. On va avoir les midterms dans un peu moins d'un an. Et je ne sais pas du tout comment est-ce que Donald Trump compte se sortir de cette histoire. Beaucoup de personnes lui reprochent d'être un vendu maintenant. Est-ce qu'il était avant ou est-ce qu'il est devenu? Mais très clairement, ces guerres ne servent pas la cause de l'Amérique d'abord. Alors, on met à l'écran justement le tweet de Marjorie Taylor Greene qui dit We are running Venezuela now, avec une femme qui se tient la tête, et elle finit en disant America first, avec plein de points d'exclamation. C'est un cri du cœur. Trump joue quand même à quelques mois, parce que rappelons que les midterms auront lieu en novembre, donc ça va venir très très vite. Il joue quand même à pile ou face des midterms qui semblaient ces dernières semaines un peu compliqués pour lui. Là, c'est vraiment noir ou rouge. Hein. On est au casino. Il vient de faire un tweet d'ailleurs, Donald Trump, alors qu'on enregistrait cette émission, où il parlait du Groenland. Il l'annonçait dans 2 mois. Donc voilà, les choses sont dites. Oui. Il se moquait du renforcement militaire du Danemark. Alors, ceci dit, ça, c'est une autre question. Et il disait dans 2 mois. Donc voilà. Bon. Danemark, qui, je le rappelle, n'a pas acheté des Rafales français, mais qui a acheté des F-35 américains. Et que les Américains, il suffit qu'ils appuient sur un bouton, je schématise, mais ils débranchent le F-35 comme ils veulent. Quoi. Donc, Oui. et on ne voit pas, j'ai entendu aussi des personnes dire que l'OTAN allait défendre le Danemark. Donc, ça va être rigolo parce qu'on va se retrouver avec les pays membres de l'OTAN qui vont activer ce fameux article 5, non pas contre la Russie, mais contre les États-Unis. Évidemment, tout le monde sait qu'ils ne le feront jamais parce qu'ils servent avant tout les intérêts des États-Unis et des personnes qui contrôlent ce qu'est la politique aux États-Unis. Mais c'est le paradoxe et ce qui est terrible, c'est que les personnes ne veulent toujours pas ouvrir les yeux. Moi, je le répète, il y a des choses qui sont très intéressantes qui étaient dans le programme de Trump sur la liberté d'expression, sur la culture, sur la civilisation, et il faut en profiter parce que ça nous a permis d'ouvrir des portes qui nous étaient fermées auparavant ici en France parce que c'était des sujets tabous. Donc ça, c'est très bien. En revanche, à aucun moment est-ce qu'il fallait penser ou est-ce qu'on pouvait penser, on l'a dit à de multiples reprises ici, que Donald Trump allait sauver la France, que c'était notre ami. Jean-Jacques Urvoas, l'ancien garde des Sceaux français, disait très bien, les États-Unis n'ont pas d'amis que des vassaux ou des cibles. Voilà, et c'est l'histoire des États-Unis depuis 1776. Je l'écris dans un livre qui s'appelle L'Amérique Empire, et j'en profite pour faire la promotion parce que je pense que c'est important tant qu'on n'a pas compris cet ADN de l'Empire américain, on ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui. Les présidents tournent, les présidents changent, mais si vous n'en avez pas un qui a la volonté manifeste, radicale, de vraiment assécher le marigot, comme avait promis de faire Trump, il ne peut pas y arriver. Et Trump, on a compris assez rapidement, à partir du moment où il avait commencé à mener ses campagnes étrangères, militaires, qu'il n'arrivait pas à tenir une partie de son administration en laisse. C'est clair que sa tâche n'est pas facile. Mais il y a une partie des faucons de guerre, de ces fameux néoconservateurs qui sont en place et qui voient d'un très bon œil Trump qui récupère les plus grands gisements de pétrole du monde. Vous imaginez ? Aux États-Unis qui disposaient déjà de plus de je pense, 80 milliards de barils, enfin, qui sont déjà des plus gros producteurs, vont devenir un des plus gros joueurs de loin. Et il n'est pas dit que l'Américain du fin fond du Tennessee ou de l'Ohio bénéficie de ça. Mais en revanche, que des multinationales qui ont apporté leur fonds dans la campagne de Trump s'y retrouvent, oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors attention, parce que pour pouvoir faire ça, je rappelle que les Chinois ce soir ont commencé à aborder de la manière chinoise, c'est-à-dire par la diplomatie, par la médiation internationale, par notamment des menaces d'avocats, le fait qu'ils allaient défendre leurs intérêts. Je l'ai rappelé en début d'émission, le ministre de la Défense du Venezuela a mis l'armée en état d'alerte. Visiblement, ils n'ont pas l'intention de se laisser faire plus que ça. Donald Trump a dit qu'il n'était pas opposé à envoyer des troupes finalement sur le sol, mais une opération comme ça, si on peut ne pas douter du fait que les Américains en sortent victorieuses, ne se fera pas sans la mort, malheureusement, de soldats. Et ça peut être un vrai game changer dans l'opinion américaine, parce que si des soldats d'aventure américains revenaient
dans des cercueils. Je pense que là, ça pourrait faire un électrochoc. L'Iran également est menacé par Donald Trump, c'est pareil. Et je vais vous lire en français un tweet qui a été fait par justement un influenceur MAGA très connu, Andy Frisella, qui est un YouTuber, un influenceur, voilà, très connu au sein du camp MAGA, qui dit vous avez, donc il s'adresse à Trump, il dit vous avez perdu le contact avec votre base. Vos enfants seront blackballed from America. Comment on pourrait traduire ça mis de côté. Black bag, c'est dans un sac noir. Black bag. Voilà. Ouais, dans un sac noir, un sac mortuaire. Voilà. Votre legs, votre héritage sera ruiné et le nom de Trump deviendra une plaisanterie. Et ça, c'est un des supports de Donald Trump qui a permis notamment à Donald Trump d'être. Oui, parce que le parti républicain aujourd'hui n'est plus ce parti républicain va-t-en-guerre, conservateur, de droite, fermé sur ce qui se passe à l'étranger, qui croit tout ce qui se dit à Washington et dans les médias. La base de Trump ne veut pas de ça. Et ça va être plus compliqué pour Trump parce que ses prédécesseurs ont fait ça. Obama a bombardé plein d'endroits sur Terre. Il a eu le prix Nobel de la paix, mais sa base lui a pardonné parce que globalement, il disait bon, nous, on veut qu'Obama soit au pouvoir, mais on sait que nos présidents font la guerre. Non, il y a une bonne partie de la base de Trump qui a voté pour lui parce qu'ils ne veulent pas de la guerre. Ils ne veulent pas d'une Amérique impériale. Ils veulent régler les problèmes des États-Unis qui sont majeurs aujourd'hui. N'oublions pas que les États-Unis sont un empire blessé, affaibli, surendetté et qui a du mal à s'en sortir aujourd'hui et qui vote pour Trump. S'ils ont voté pour Trump, qui est quand même un personnage qui sort de l'ordinaire, qui n'est clairement pas consensuel, c'est que les Américains sont clairement désespérés. Et cette base-là va mettre toute l'énergie qu'elle a mise, qu'elle a déployée pour défendre Trump, pour le porter au pinacle. Eh bien, ils vont utiliser cette énergie comme ils se sont trahis pour le descendre. Vous voyez, parce qu'ils préféreront encore avoir un démocrate en face ou un autre républicain ennemi, mais il vaut mieux avoir un ennemi en face qu'un traître. Et ça va être très compliqué pour Trump à gérer. Alors, on voit aussi que sa façon de faire, pour l'instant, Trump ne rentre pas vraiment dans des guerres étrangères. Il continue d'alimenter la guerre en Ukraine contre la Russie. Le New York Times l'a encore rappelé ce week-end. Il bombarde, donc il évite les morts. Mais il y a beaucoup de théâtralisation. Je pense que c'est quand même très louche que les commandos américains aient pu débarquer à Caracas aussi simplement et qu'ils aient pu partir aussi simplement avec Maduro. Donc, je suis vraiment très, très circonspect. J'aimerais bien avoir plus d'informations parce que ça me paraît un peu trop facile. Parce que ce coup-là des Américains, on était nombreux à l'avoir vu venir. Et je pense que notamment des pays puissants qui ont des intérêts, qui avaient des intérêts à ce que Maduro reste en place, qu'ils aient fermé les yeux pendant cette attaque, me paraît surprenant. Donc, il y a peut-être de la théâtralisation, il y a peut-être des négociations dans les coulisses avec d'autres puissances pour qu'ils puissent se réaliser ce coup. Mais ça va quand même laisser des traces. Il y aura des séquelles. Pensez qu'on peut juste impunément aller ravir le président d'un pays et qu'il n'y ait pas de conséquences locales, qu'il n'y ait pas de conséquences sur le territoire américain, qu'il n'y ait pas de conséquences ailleurs. C'est vraiment extrêmement naïf. On ne peut pas juste parader le président d'un pays dans un autre pays, l'humilier et penser qu'il n'y aura pas de conséquences et de conséquences contre les Américains. Donc, il faut faire attention, hein, vous savez, c'est l'hubris de se croire comme Icare, tellement puissant, tellement fort, tellement beau qu'on peut aller toucher le ciel. Au bout d'un moment, on se brûle et on accélère la chute. Et ça, je pense que c'est un travers. Trump doit faire attention à ça parce qu'à force vraiment de se prendre pour le plus malin, il va tomber sur quelqu'un de plus malin que lui. Et le monde, aujourd'hui, n'est pas dans une disposition à accepter aussi simplement que cela la puissance américaine. Je rappelle que la création des BRICS, le monde multipolaire, les échecs des Américains ailleurs, en Asie notamment, contre la Russie, sont des signes que les Américains devraient prendre, que Washington devrait prendre en compte pour se dire on devrait faire attention. Je voudrais juste terminer sur ce point. En gros, ce que veut faire Trump là, c'est que je pense qu'il a compris, on en a parlé aussi de ça. Je pensais qu'il le ferait peut-être de manière plus subtile. C'est clairement pas son cas. Et mettre subtil et Trump dans la même phrase, c'est peut-être risqué de ma part. C'est difficile à faire en tout cas. C'est que lui, très clairement, il veut dans ce monde multipolaire se garder la partie américaine. Le Groenland est sur la plaque tectonique américaine et il veut s'assurer. Et lui, ce qu'il est en train de dire au monde, c'est ça, c'est à moi. Ça, c'est les États-Unis. Et lui, il va aller plus loin parce que les États-Unis considéraient ces régions-là déjà comme à eux, mais il laissait des marionnettes
en place en faisant croire qu'il y avait une démocratie. Là, très clairement, Trump ne fait pas croire qu'il y a de la démocratie ou la liberté des droits de l'homme. Il dit clairement, ça c'est à moi, c'est ma zone d'influence. Et je pense que c'est le message qu'il veut envoyer. Il le fait de manière rapide, il le fait de manière forte. Et on peut imaginer que c'est pour de futures négociations avec d'autres puissances qui, elles, vont dire « Ok, je te laisse ça et toi, tu vas nous laisser ça. » Et voilà, parce que je ne vois pas comment est-ce que les Américains pourraient faire, par exemple, la même chose en Asie aujourd'hui, ou en tout cas, ça va être plus difficile. Ils l'ont fait au Népal cet été, je suis en train d'y penser. Donc, on va voir. À ce jeu-là, Trump peut se faire doubler très facilement par son État profond qui a des racines plus profondes dans le gouvernement, enfin dans l'État américain que lui. Absolument passionnant. En tout cas, on va vivre des semaines et des mois, Nicolas, Oui. où je pense qu'on aura beaucoup à dire. Je relance pas, mais l'Instagram, ce qui était dans l'avion de Donald Trump, a dit que maintenant, c'était au tour de Cuba. Donc voilà, je pense que tout côté américain, ils se sont enflammés un petit peu. Donc là, ça part dans tous les sens. L'Iran est tout à fait menacé aussi. La Colombie, vous l'avez vu avec, j'ai oublié le nom du président colombien, où ils se sont invectivés et menacés à distance. Le Groenland, c'est pour dans 2 mois. On va avoir beaucoup de choses à discuter, Nicolas Mirkovic. On se retrouvera jeudi dans un autre regard. On reviendra sur notre fil conducteur de tes émissions. Et puis, je rappelle à tout le monde, vous le voyez dans l'angle à droite. Faites un like si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez la chaîne d'une manière globale. Abonnez-vous, activez la cloche pour avoir une notification de toutes les émissions. Et puis, je le dis et je le redis, abonnez-vous de manière générale à toutes les chaînes que vous aimez un petit peu, celles qu'on dit complotistes, celles qu'on dit patriotes, celles qu'on dit nationalistes, d'extrême droite, voilà, tous les gros mots possibles, que ce soit GPTV, que ce soit nos amis sur le monde moderne avec Alexis Poulain, où tu as fait d'ailleurs un merveilleux interview, Nicolas, je l'ai lu, je l'ai regardé, il était passionnant. Allez voir la vidéo. Abonnez-vous, bien évidemment, à Caroline Galacteros, à TV Liberté, à toutes et à tous qui font du très bon travail, à Sylvain Ferreira, bien entendu, voilà, et à tous ceux que j'ai oubliés. Voilà, c'est la seule solution pour qu'on reste audible ou qu'on reste visible, c'est voilà, de s'abonner, de suivre, de partager avec vos amis, d'envoyer à vos contacts les vidéos qui vous ont plu, de les faire tourner. Et nous, on se retrouve, Nicolas, dès jeudi, dans un autre regard. Bonne soirée.